1989, et à la suite de ces événements, donc, il y a eu aussi des dizaines de milliers de Mauritaniens qui ont été expulsés vers le Sénégal, et comme vous le savez, ils sont restés au Sénégal pendant une vingtaine d'années. D'ailleurs, il paraît que certains d'entre eux sont encore au Sénégal et d'autres sont rentrés. Le plus douloureux aussi, c'est entre 89, 90 et 91, les purges qui ont eu lieu au niveau de l'armée nationale. Donc, malheureusement aussi, des dizaines, voire des centaines de militaires et d'officiers négro-mauritaniens ont été tout simplement éliminés physiquement. Donc ça, c'est des événements qui ont eu lieu et, curieusement, hormis les événements de 66, tout le reste s'est passé sous un seul régime, donc sous le régime de Maouia ou le Sidi Ahmed al-Taïeb. Donc ça c'est au niveau de l'État. Donc ça c'est au niveau de l'État. Mais, et ça j'ai oublié de le dire au début, je crois qu'il faut distinguer deux choses: la responsabilité qui incombe à l'État et la responsabilité qui incombe à la société. On ne peut pas dire que tout revient à l'État. Je crois que chacun est responsable aussi de ce qui se passe. Tantôt, j'ai parlé d'organisation sociale. L'organisation sociale, comme vous le savez, est très inégalitaire en Mauritanie. Ça se fonde sur la filiation. Quelqu'un est descendant de telle famille, donc il a des privilèges ou il a des droits, et l'autre n'en a pas. Vous avez les marabouts, les guerriers, ensuite les guerriers, les nagues, les haratines. Ça, comme vous le savez, malheureusement, pendant longtemps, c'est une organisation sociale qui est là. Et donc, cette organisation sociale qui malheureusement perdure, qui continue, a engendré un phénomène abject, qui est le phénomène de l'esclavage. Donc, le phénomène de l'esclavage, donc malheureusement, a été pratiqué dans plusieurs siècles durant en Mauritanie, et malheureusement, les séquelles de ce phénomène sont encore prégnantes dans notre société. La plupart de ces descendants d'esclaves sont aujourd'hui, en tout cas dans la plupart, sont très pauvres. La plupart sont analphabètes, donc sont marginalisés. Et donc, il y a donc ce problème, le fossé qui se creuse entre les différentes composantes. Donc, je trouve que ça, c'est un problème qui est vraiment porteur de grosses menaces et donc a besoin vraiment d'être résolu. Tout à l'heure, malheureusement, au niveau des menaces, je n'ai pas parlé sur le plan culturel, toujours la responsabilité de l'État, c'est que sur le plan éducatif, en 1979, il y a eu la réforme donc, de 1979. À l'époque, c'était sous le régime militaire, parce que vous savez qu'en 1979, il y a eu aussi des incidents au lycée, où un jeune a perdu la vie. Et donc, le comité militaire à l'époque a institué une commission culturelle. Et cette commission a proposé des mesures, dont notamment la création de filières, une filière arabe et une filière française. Comme vous le savez, pour la filière arabe, ne peuvent y accéder. Elle est ouverte, donc tout le monde peut y accéder, alors que pour la filière francophone, elle est réservée exclusivement aux négro-mauritaniens, en tout cas aux Mauritaniens non arabes. Et ça, c'était vraiment le début, je dirais, de la cassure
entre les différentes communautés. Donc il y avait déjà donc une séparation spatiale, puisque à l'époque, je me souviens, lorsque j'allais dans les établissements, je voyais les négro-mauritaniens vraiment à part d'un côté, puisqu'ils fréquentaient les filières bilingues, soi-disant bilingues, alors que c'était vraiment des filières francophones, et les arabo-berbères ou les arabes ou les Maures qui fréquentaient eux donc la filière arabe. Et donc cette séparation spatiale a entraîné aussi une absence de communication. Donc quand les gens ne se retrouvaient plus ensemble, ni dans les mêmes classes, ni sur les mêmes terrains de sport, etc., donc ça a créé donc une absence de communication entre les différentes communautés. Et vous savez que cette réforme a duré 20 ans. Donc 20 ans où vraiment il y avait en tout cas peu de communication entre les différentes composants, en tout cas entre les élèves à l'époque et les étudiants. Donc tous ces événements ont créé une certaine méfiance entre les communautés. Et malheureusement, ça se traduit par même aujourd'hui l'habitat. Vous avez aujourd'hui un habitat presque à caractère ethnique. Quand on voit aujourd'hui nos quartiers, quand on voit Sabra, qui est majoritairement habité par des négro-mauritaniens, quand vous voyez Riyad, qui est habité majoritairement par des descendants donc des Haratines, quand vous voyez au niveau de Tayaret, c'est plutôt les Maures, etc. Donc déjà, malheureusement, sur le plan même de l'habitat, c'est le plan spatial, et ça ne s'explique que par une certaine méfiance. Je dirais que l'État est en grande partie responsable de tout ça. Parce que s'il n'y a pas de justice, si les gens n'accèdent pas aux mêmes droits, et pendant de longues années, malheureusement, l'État a privilégié certaines franges de la population au détriment d'autres. C'est juste une poignée qui, si vous voulez, bénéficiait des apports, en tout cas des contributions de l'État. Je vais vous donner des exemples. Il y a quelques années, au niveau même c'est le plan foncier, on distribuait des terrains. Et vous voyez des gens qui accumulaient des terrains, des attributions de terrains. Et j'ai vu, moi, personnellement, des gens à qui on donne des attributions de terrains, et ces terrains peuvent être vendus à 5 millions, 10 millions, 20 millions d'ouïas. Quelqu'un qui n'a fourni aucun effort et qui se retrouve du jour au lendemain avec la bagatelle de 10 millions, 20 millions. Et ça, ne peuvent avoir ça que des gens qui sont notables, des gens qui sont des hommes politiques, des officiers supérieurs, des gens comme ça. Les autres sont marginalisés et n'ont pas accès à ça. Il y a quelques années aussi, au niveau de la Banque centrale, il suffisait d'avoir une autorisation d'échange, vous vendez ça, et vous avez facilement 2 millions, 3 millions. Combien de fonctionnaires peuvent durant toute leur vie accumuler 2 millions, 3 millions d'ouïas? Alors que ça c'est donné à certains qui appartiennent à une certaine composante, ou en tout cas d'une classe. Au niveau de la Sonimex, c'était la même chose. À l'époque, certains étaient ce qu'on appelait correspondants de la Sonimex, qui vendaient le thé vert, qui vendaient le riz, etc. Il suffisait d'avoir aussi cette autorisation pour avoir aussi de l'argent. Et donc tout ça a créé un fossé donc, entre vraiment les différentes communautés. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens qui s'appauvrissent davantage et d'autres qui s'enrichissent, et ça a créé vraiment je dirais une société à deux vitesses. Donc pour revenir au problème de la société, je dirais que la société aussi est en grande partie responsable aussi de la situation qui existe. Parce que quand les gens, même qui sont profondément religieux, et qui ne respectent pas souvent les enseignements de l'islam. S'agissant par exemple des mariages mixtes, combien de faqih, combien de gens disent non, moi je ne donne pas la main de ma fille à tel, parce qu'il n'est pas au même niveau de ma famille. Mais si on est musulman, est-ce que c'est ce qui est
recommandées par l'islam. Donc ça, c'est, à mon avis, ça, c'est des choses qui concernent la société. Et donc, il me semble qu'il faut que d'abord, ce n'est pas par décret qu'on pourrait changer ces choses. C'est par une reconversion des mentalités, pour que les gens sachent qu'ils sont musulmans et que l'islam, voilà ce qu'il dit. Et je crois qu'on a un faqih ici, et vous avez le hadith qui dit on épouse une femme, li jahiha ou li maliha, etc., etc. Et que si quelqu'un vient, ce n'est pas parce qu'il est fils de telle famille qu'on doit lui donner la main de la fille. Non, c'est parce que tout simplement il est musulman. Et d'ailleurs, je suis frappé une fois, j'étais en mission au Tchad, et les gens m'ont raconté qu'à l'époque, pour avoir la main d'une fille, il suffit de réciter le Coran. C'est tout. Dès que quelqu'un vient demander la main de la fille, on dit, je me souviens du terme que les Tchadiens à l'époque, et ils disent, est-ce que c'est... Ils disent, oui, il récite le Coran, pas de problème. Donc, ils ne demandent pas s'il est de telle famille, ou s'il est riche, ou s'il est cela. Non. Tout simplement, ça, c'est pour eux, c'est vraiment le grand capital. C'est vraiment pouvoir réciter le Coran. Donc, je dirais que, à cause de ces frustrations, à cause de ce sentiment d'injustice, malheureusement, on assiste depuis quelque temps à des mouvements revendicatifs identitaires. Ça s'explique peut-être par ces frustrations des gens qui pensent ou qui estiment qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les autres, qu'il y a une injustice qui les frappe, et donc, comme je l'ai dit, il y a des mouvements aujourd'hui revendicatifs identitaires. Vous avez aujourd'hui IRA, qui s'oriente vers une frange de la population. Vous avez le mouvement ne touche pas à ma nationalité. Vous avez d'autres partis qui sont aussi dont les adhérents secrètent principalement dans une ethnie, etc. Donc il me semble que ça, c'est des tas que la société doit vraiment éliminer. Tout ce qui concerne le tribalisme, le régionalisme, l'ethnisme, ça c'est vraiment porteur de menaces, et donc il me semble que la société doit se débarrasser de cet état. Et pour ne pas, comme tout à l'heure l'a dit, comme l'a dit mon ami Abdullah Issa, je crois que ce qui est important, c'est le débat. Donc moi j'ai voulu vous donner quelques pistes. Il me reste juste donner quelques pistes de solutions. Il y a tout un éventail de solutions qui pourraient contribuer à la cohabitation entre les différentes communautés. Je ne peux pas les citer toutes, mais je vais essayer de citer quelques pistes qui me semblent fondamentales. Et ici, je vais distinguer deux choses. Les pistes qui concernent l'État et les pistes qui concernent la société. Au niveau des pistes qui concernent l'État, il me semble que la première mesure doit être instaurer une justice véritablement indépendante où personne n'est au-dessus de la loi. S'il y a vraiment une justice véritablement indépendante qui tranche tout au niveau des contentieux, il y a un contentieux entre un Happolar et un Mor au sujet des terres, ou au sujet le commerce, un contrat commercial de choses. Si chacun sent que réellement il va avoir ses droits, qu'il ne sera pas victime d'une injustice, je crois que le reste vraiment viendra après. Donc pour moi, et ça, l'adl, beaucoup de choses. L'adl, la justice, et d'ailleurs je suis heureux qu'aujourd'hui ce colloque se tienne sous ce slogan-là, l'adl. L'adl, c'est vraiment, à mon avis, la chose essentielle. Ça doit être la chose, comme on dit, c'est le bon sens qui est la mieux partagée, mais il me semble qu'en Mauritanie, la chose qui doit être la mieux partagée, ça doit être la justice. Vraiment. Deuxième chose, c'est appliquer la discrimination positive. Je crois que tout le monde sait qu'il y a un retard historique de certaines franges de la population par rapport à d'autres. C'est appliquer la discrimination positive en faveur des couches défavorisées. Cela veut dire quoi? J'explique. Discrimination positive. Je vais donner des exemples.
Des exemples. Quand, par exemple, il y a un poste de directeur central d'un ministère ou de directeur d'un établissement, même si malheureusement dans notre administration, il n'y a pas encore le profil de poste. Mais si, par exemple, il y a un choix entre, par exemple, je dirais, un Hartani et un Maure blanc ou je ne sais pas quoi, il me semble que la discrimination positive, ça doit être de prendre le Hartani, mais à compétence égale. Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre un Hartani ou un Halpolar ou un Soninké parce qu'il est ça. Non. Sinon, on va avoir une administration au rabais. Non, mais à compétence égale, il faut prendre celui-là parce que, au niveau de l'implantation des écoles, si par exemple il y a une école à côté d'un bout ou chose comme ça, et que l'État n'a pas les moyens de construire toutes les écoles dont on a besoin, et il faut faire un choix. Il me semble qu'il faut privilégier le Adouabe, le Edebay, qui n'a pas d'école au détriment de l'autre. Donc ça, c'est des exemples précis, des exemples techniques, et donc appliquer la discrimination positive. Et d'ailleurs, c'est ce qui existe aujourd'hui pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes qui constituent 50% de la population, on ne parle pas de femmes soninké, wolof, halpolar, mais on dit la femme en général. Et c'est pourquoi on a institué même un quota. Et avec la liste nationale, donc ça a permis à beaucoup de femmes aujourd'hui d'être parlementaires, d'être élues. Donc il faut aussi essayer de faire la même chose pour les autres. Mesure suivante aussi, c'est promouvoir la diversité culturelle. Tout le monde sait que la Mauritanie est un pays pluriethnique. Et ce qu'il faut, je crois, se mettre dans la tête, dans l'esprit, c'est qu'aucune culture, aucune composante n'est supérieure à l'autre. Nous avons 4 composantes, elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Chaque composante doit pouvoir promouvoir sa langue, doit promouvoir sa culture, son folklore, tout. Ça, c'est son droit le plus absolu et l'État doit œuvrer à promouvoir donc, la culture, la langue de chaque composante. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails, mais en tout cas, il faut reconnaître et promouvoir la diversité culturelle. C'est un atout pour ces pays. Au lieu d'être un aspect négatif, à mon avis, c'est plutôt un atout précieux. Autre piste aussi, c'est concevoir et appliquer une politique linguistique consensuelle. Après presque 50 ans d'indépendance, la Mauritanie n'a pas pu encore définir une politique linguistique consensuelle. La politique linguistique, c'est comme la politique économique. C'est comme la politique. Donc il faut nécessairement que les Mauritaniens se retrouvent et qu'ils définissent, qu'ils conçoivent une politique linguistique consensuelle. Pour dire, qu'est-ce que nous voulons enseigner comme langue? Est-ce l'arabe? Est-ce le français? Est-ce les langues nationales? Et tout ça en dépassionnant le débat. Moi, ce que je remarque, c'est que malheureusement, c'est une question extrêmement sensible, partout, au Parlement, au lycée, à l'université, dans des conférences, c'est un problème sensible qui surgit. Et aucun gouvernement n'a eu le courage d'affronter ce problème. Il ne faut pas imposer quelque chose aux gens, mais il faut s'asseoir autour d'une table. Quelle est la politique linguistique qui répond le mieux aux besoins mauritaniens, suivant, par exemple, les impératifs techniques. Il y a des impératifs techniques. Parfois, une langue ne peut pas être ça pour des impératifs techniques, on ne sait pas. Parfois, c'est des impératifs économiques. Dire, bon voilà, est-ce qu'on a les moyens de ça? Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le principe de l'enseignement des langues nationales et de la promotion de la culture de toutes les composantes de ce pays. Introduire dans les programmes scolaires, donc introduire dans les programmes scolaires des modules relatifs à la citoyenneté et aux droits humains. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que malheureusement, tout ça, c'est à partir de la base. Si déjà, au niveau de l'école primaire, les enfants ne sont pas formés à la citoyenneté, à savoir qu'ils appartiennent à la Mauritanie. Et la Mauritanie est au-dessus de tout. La Mauritanie, normalement, est au-dessus des régions. La Mauritanie est au-dessus des ethnies. Et il y a des symboles qu'il faut respecter. Vous avez le drapeau,
vous avez même les slogans, vous avez honneur, fraternité, justice. Mais pourquoi à l'époque, les premiers dirigeants ont choisi ce slogan honneur, fraternité, justice? Aujourd'hui, combien de Mauritaniens pensent à ça? Moi, je vois que c'est les en tête. Mais qui aujourd'hui essaie de réfléchir, voir pourquoi la Mauritanie, au lendemain ou en tout cas dès l'indépendance, a choisi ce slogan, cette devise. C'est une devise et qui doit toujours être présente à l'esprit, à savoir l'honneur. Aujourd'hui, qui s'intéresse à l'honneur de son pays? Mais à l'époque, même nous, lorsqu'on était élèves, c'est lui qui trichait. Il ne pourrait plus mettre les pieds dans l'établissement. On dit c'est un tricheur, il a fraudé. Mais aujourd'hui, les gens se vantent et ils utilisent tout pour faire la fraude, pour tricher. Aujourd'hui, le détournement des deniers publics. Mais à l'époque, si quelqu'un détourne les deniers publics, mais c'est un scandale, c'est une honte pour lui et pour les siens. Aujourd'hui, combien de gens détournent les deniers publics, ils sont applaudis, ils sont respectés, ils sont ceci, cela. Donc ça, c'est très important et à mon avis, il faut revenir à ces valeurs-là. Les droits humains, c'est donc tout ce qui concerne le respect, tout ce qui concerne la tolérance. Ce n'est pas parce que moi, j'ai un point de vue différent que tu dois me taquiner ou que tu dois m'insulter ou que tu dois m'injurier. Non, il faut que chacun respecte l'opinion de l'autre. Et donc, toujours, ça c'est aussi une responsabilité de l'État, c'est sensibiliser la population sur les faits des valeurs rétrogrades. Parce qu'il y a des valeurs anachroniques, dont j'ai cité certaines, comme cette organisation sociale pyramidale, ça c'est les marabouts, ça c'est les guerriers, ça c'est ci. Ça c'est à l'époque, lorsque les gens étaient éleveurs, lorsque les gens étaient agriculteurs, etc. Mais aujourd'hui, comme les gens habitent dans leur écrasante majorité en ville, cette organisation sociale n'a plus sa raison d'être. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'État, bien sûr. Il reste encore d'autres pistes, je ne veux pas, mais il me semble que ça, c'est des pistes vraiment essentielles, fondamentales. Maintenant, en ce qui concerne la société. Première mesure, à mon avis, mais ça, malheureusement, on ne peut pas l'imposer, c'est pratiquer les valeurs de l'islam. Et quand je dis pratiquer les valeurs, ce n'est pas uniquement dire « moi, je suis musulman ». Mais il faut le vivre. Il faut vivre l'islam tel qu'il est. Et si, moi, il me semble que ça, c'est extrêmement important. Si les gens vivaient l'islam tel qu'il est, je crois qu'il n'y aurait jamais eu de problème. Il suffit de voir les droits. Il est interdit de calomnier quelqu'un. Il est interdit d'injurier quelqu'un. Il est interdit de prendre le bien de quelqu'un. Je ne parle même pas de la vie de quelqu'un. Si quelqu'un tue quelqu'un, sans justification religieuse, il restera dans l'enfer éternellement. Ça, c'est suffisant. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et puis, je parle d'autres droits. Sadaqa. Sadaqa, le fait de donner l'aumône aux gens qui en ont besoin. La zakat. Tout ça, c'est... Moi, je me dis que si on avait appliqué l'approche, la vision économique de l'islam, il n'y aurait jamais de pauvres. Autre chose. حتى البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Mais qui aujourd'hui prend son bobo de bazin et le donne en pauvre? Qui aujourd'hui prendre la maison qu'elle a construite et donner ça aux pauvres? Donc le problème est là. Le problème c'est comment vivre l'islam tel qu'il est, comment vraiment répondre aux enseignements islamiques. Vous avez les droits des voisins. On dit un pourtour de 40 maisons. Il faut les saluer, il faut les visiter, il ne faut jamais leur faire mal, il ne faut jamais les déranger, etc. Tout ça, c'est prévu par l'islam. Donc, à mon avis, comme on est musulman, il doit y avoir un retour vers l'application, en tout cas le respect des enseignements islamiques. Donc, l'islam, comme vous le savez, prône la solidarité et donc l'équité. Donc, deuxième mesure, c'est abandonner, comme je l'ai dit, l'organisation sociale traditionnelle en prêchant l'égalité entre tous les Mauritaniens. Comme je l'ai dit, l'une des mesures, c'est favoriser les mariages mixtes entre les gens, pour dire que ce qui est important, c'est ce qui est prescrit par l'islam. Le reste, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Et, bien sûr, prendre des initiatives comme l'association Main dans la main.
Mais c'est comme ça qu'on va construire cette unité. C'est comme ça qu'on va construire la fraternité. Et je sais que l'organisation Main dans la main travaille dans des conditions difficiles. Et ce n'est pas un heureux hasard que j'ai pu moi-même découvrir Main dans la main. C'est tout à fait par hasard. Et quand je vois ce qui se passe, des gens qui appartiennent à toutes les communautés, à toutes les régions, et qui ont un seul message, c'est la